La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Le Crédit Mutuel donne l'élan au sport sur Radio Grand Lac 92.1. 9, 2, 1, partez! L'émission 100% sport sur Radio Grand Lac. Bonsoir à tous, j'espère que vous êtes en forme. En tout cas, moi je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de 9-2-1 Partez, l'émission 100% sport de Radio Grand Lac. 9-2-1 Partez, c'est l'émission sport qui parle de toute l'actualité sportive savoyarde et haut-savoyarde. Au programme ce soir, on parlera d'abord de football américain. Ensuite, on fera un petit tour de l'actualité de Savoie et Haute-Savoie. Pour finir, on s'intéressera au gala de boxe qui aura lieu ce week-end à la Mode Servolex. Pour cette émission, je serai accompagné de la nouvelle équipe avec ma co-animatrice Laurine. Comment tu vas, Laurine? Ça va très bien, et toi? Super, très content d'être là pour cette deuxième édition. Ouais, c'est ça, moi aussi, je suis super ravie. En plus, on a une belle équipe aujourd'hui. Exactement, la famille s'agrandit, j'ai envie de te dire, mais pas tout de suite. Je présenterai notre nouveau co-animateur aussi. Une nouvelle fois, on est également avec notre passionnée d'escalade, Justine. Comment tu vas? Ça va très bien, je suis ravie d'être ici ce soir. Super, on est ravis de t'avoir avec nous. En tout cas, j'espère que tu nous feras encore une superbe chronique sport. Et enfin, donc, il est avec nous pour la première fois ce soir et rejoint l'équipe de 9-2-1 Partez. On accueille Driss, bienvenue sur le plateau de Radio Grand Lac. Comment tu te sens pour ta première? Super, merci pour l'accueil et j'ai hâte de poursuivre l'émission. Super, écoute, on sait que tu es passionné de foot, j'espère que tu nous feras vibrer, transmettre un maximum d'émotions en tout cas pour les résultats de nos clubs savoyards et haut-savoyards. Donc c'est nickel. Avec plaisir. Super. Et ben voilà, pour commencer, on accueille notre premier invité pour cette belle émission, Fabien Peignot. Vous êtes en plateau avec nous ce soir, président du club de football américain, les Aigles de Chambéry. Comment allez-vous? C'est un peu plus vieux quand même. C'est un peu plus vieux aujourd'hui, effectivement. Ouais. Alors, bonsoir à tous. Je voudrais déjà vous remercier pour cet accueil et surtout pouvoir partager cette passion et ce sport qui est encore trop méconnu pour le grand public. Exactement, on va en parler ce soir justement de cette discipline, le football américain. Pour commencer, j'ai une question toute simple. Comment est-ce que vous avez développé cette passion pour le football américain pour ce qui est de vous? Alors pour ma part, c'était vraiment par hasard. Je faisais de l'aviron et puis on a un ami avec mon frère jumeau en fait qui nous a emmenés vers un match de football américain et c'était la grande passion depuis. Donc très belle découverte et on n'a jamais lâché le morceau depuis maintenant 20 ans, c'était en 2002. D'accord. Donc vous regardez régulièrement, j'imagine également le football américain avec les équipes américaines. Est-ce que vous avez un petit chouchou, un petit préféré? Alors, petit chouchou, on va dire deux. Les Los Angeles Rams. Donc ça, c'est plutôt depuis toujours. Et puis Saint-Louis aussi. Ça, c'est plus historique. Historique, ouais. Il y a une raison pour avoir ces affinités-là? Le côté un peu une partie francophone, je pense. Voilà, cette représentation un peu francophone et ça plaît toujours. Donc ça reste un peu d'âme française dans ce sport américain. D'accord. Et donc vous êtes le président justement de ce club des Aigles de Chambéry. J'aimerais également qu'on aborde l'aspect de gestion d'un club de sport. Qu'est-ce qui selon vous est nécessaire pour gérer un club, que ce soit les qualités humaines ou les qualités de gestion? Alors déjà, je pense qu'il faut être proche des joueurs aussi. On est très peu de licenciés, on se connaît quasiment tous. Moi, j'ai commencé comme joueur, j'ai poursuivi en tant qu'entraîneur. Je pense que de comprendre le sport et de comprendre tous ces aspects, que ça soit physique, que ça soit moral et puis amical surtout. Je pense que d'être proche des joueurs déjà, c'est une grande chose. Écoutez, c'est très bien. En tout cas, moi, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. C'est vrai que d'un point de vue personnel, je connais pas très bien le football américain. On n'est pas tous parfaits. Mais justement, pour mieux rebondir là-dessus, pour mieux comprendre un petit peu comment on joue, par exemple, au football américain. Comment se déroule une saison, par exemple votre saison au sein de votre club? Alors nous, la saison, elle commence dès l'été. On va dire fin d'été, mi-août. Pour ce qui est de l'aspect préparation physique. Et après, dès le mois de septembre, octobre, on attaque vraiment les entraînements avec équipement. Et les matchs commencent là, mi-janvier. Donc, saison très très longue, donc de mi-août jusqu'à, si on va jusqu'en phase finale, jusqu'à début juin.
Une très très longue saison, d'où l'importance de la préparation physique. Et ça peut donner jusqu'à combien de matchs par saison, justement ? Alors, comparé aux autres sports, on est assez limité. On est sur 8-10 matchs par saison, si tout se passe bien. Et c'est un sport qui reste physique, donc le temps de récupération est très important. Et les matchs sont assez rapprochés, à peu près tous les 15 jours. Donc la saison est longue, mais la saison des matchs est très courte, par contre. Je voulais revenir sur la NFL. Alors, je suis vraiment un passionné, mais un peu de loin. J'aime énormément Patrick Mahomes. Je voulais savoir, toi, quelle est ta source d'inspiration au niveau des joueurs ? Pour tout vous avouer, je regarde très peu la NFL. D'accord. Malheureusement, l'actualité NFL a un peu passé au-dessus de moi. Après, je reste, je pense, un peu à l'ancienne. Des Brett Favre, des Tom Brady, tous ces anciens joueurs qui ont été des très grands joueurs. Donc mais les dernières actualités, je suis un peu de loin du discours des joueurs. Mais Patrick Mahomes rentre aussi dans ce carré, je pense, des joueurs qui vont devenir légendaires. On dit souvent que Tom Brady est le Michael Jordan de la NFL. Michael Jordan, je sais pas, mais je pense que ça restera un des grands noms du sport, au vu du nombre de titres, au vu du nombre de saisons. Je crois qu'on est sur une 20aine de saisons, et puis moi j'ai grandi dans le football américain avec Tom Brady, donc je pense pas qu'il y ait beaucoup de sports où on construit sur 20 ans de sport avec un joueur encore sur les terrains. Quand même, Tom Brady, c'est un peu à l'image d'un Federer et d'un Michael Jordan, comme tu disais, Driss. C'est un mec qui a vraiment démocratisé au-delà des frontières des États-Unis quand même ce sport. Hein. Il a fait un immense travail d'image, je trouve, et sa renommée, elle va bien au-delà en tout cas de cette NFL. C'est comme Michael Jordan, en fait, c'est devenu une marque. Quand on parle de football américain, on parle quasiment forcément de Tom Brady. Je pense que c'est un nom qui reste. Pour toute une génération et pour les générations futures, et à mon avis il devrait perdurer suffisamment longtemps pour que tout le monde puisse en parler. Et si on revient justement sur ce que je disais à l'instant, cet aspect de culture qui s'exporte, malgré tout en France on a quand même assez peu cette culture des sports US. Est-ce que justement comment vous jugez l'arrivée de tous ces sports comme le baseball, le basket est bien plus développé par exemple, mais rien que le baseball ou le football américain, qu'est-ce qui fait que selon vous ces sports ne soient pas beaucoup développés sur le territoire ? Avant tout la visibilité. Donc le football américain, on commence un petit peu plus à être sur des chaînes non cryptées. Je pense, je sais pas si on peut donner les noms des chaînes. Si, bien sûr. Donc je pense aux plateformes de M6 et W9 sur les replays. On a des matchs en direct en streaming le dimanche, un match en direct. C'est déjà une grande avancée pour notre sport, plus le Super Bowl qui est diffusé en clair. Et on a une autre chaîne aussi qui est Sport en France, qui est sur les box en général, et qui diffuse notre saison élite, donc c'est-à-dire la première division. Donc c'est pareil, on a à peu près un match par week-end. Donc il y a un match sélectionné et ça met aussi en avant le football américain en France. Mais je pense que vraiment cet aspect de visibilité est aussi important pour nous pour pouvoir développer le sport. Ouais, donc sur ces dernières années, il y a un vrai effet de montée en puissance pour cette discipline. Alors monter en puissance peut-être pas assez pour nous, mais on voit que tout doucement ça progresse. Et on espère que pour tous les clubs en France, ça ramène de plus en plus de licenciés. Ah oui, justement, les licenciés, doit y avoir du coup, on parle pas forcément de montée en puissance, mais un attrait qui se développe justement auprès des jeunes générations qui se tournent habituellement vers des sports plutôt européens comme le rugby ou le football, mais plutôt aussi d'avoir envie d'essayer ces disciplines-là, ces disciplines US. Je pense qu'il faut quand même les attirer, les accompagner surtout. Comme tous les autres sports et comme toutes les images qu'on voit sur Internet, il faut faire un peu de tri dans ce qui se passe. C'est un sport qui est un sport de combat. Il y a la violence entre guillemets, parce que j'aime pas trop ce terme, mais on a de l'impact, on a un engagement physique qui est très important. Ça peut
attirer comme ça peut aussi très bien faire peur. Ça peut attirer les jeunes parce que voilà, comme les sports de combat, le MMA, le judo, voilà, tout, la boxe, ça attire, mais ça fait aussi fuir les parents. Donc pour les jeunes joueurs, c'est compliqué de les attirer avec ça, et on essaye justement de démocratiser un peu ce sport. Et voilà, on est quand même protégé, on a des règles. Comme dans tous les sports, donc voilà, la protection du joueur est très très importante pour nous, et on essaye de limiter, voire de faire qu'on ait 0 blessure pendant les matchs, mais ça malheureusement c'est trop compliqué. Et moi, je rebondis aussi par rapport à effectivement l'aspect du football américain, comme vous nous le dites. Ça peut faire peur. Au contraire, ça peut attirer. Moi, je me demandais quelles sont les valeurs en fait du football américain de façon générale, et du coup, je suppose aussi de votre club des Aigles de Chambéry. Comme tous les sports collectifs, en fait, c'est vraiment l'esprit d'équipe. Nous, on est entre 9 et 11 sur le terrain. Si on a un joueur qui fait pas son rôle, voilà, ça peut très bien faire tourner un match. Donc voilà, c'est vraiment cet esprit d'équipe, la cohésion. Et le développement, nous on essaie tous les ans de garder un noyau de joueurs. C'est ce noyau de joueurs en fait qui fait vraiment vivre le sport. Et ouais, c'est vraiment l'esprit d'équipe et la cohésion surtout. Ouais. Je veux savoir sur quel aspect on est le plus en retard par rapport aux États-Unis. On sait que là-bas c'est un sport qu'on apprend dès le lycée. Est-ce que c'est plutôt athlétique ou alors au niveau de la stratégie? Compliqué à dire. Je pense qu'on manque de développement chez les jeunes. Après, ouais, la stratégie physique, nous on a besoin de tous les gabarits de toute façon. Donc physiquement, voilà, on a des petits gabarits, des joueurs d'1m60 et de 60 kg, comme on peut avoir des joueurs de 1m95 et de 150 kg. Ça, le physique, comme le rugby, en fait, on attire un peu tout le monde. Après, il y a ce côté stratégie. Je pense que c'est une passion. Il faut vraiment aimer ce sport, comme dans tous les sports d'ailleurs. Après, oui, attirer les jeunes. Les États-Unis le font parce que eux, c'est dans leur culture, et dans chaque lycée, dans chaque école, tout est fait pour eux, pour qu'ils puissent aimer ça et pour qu'ils puissent développer tout ça. Nous, on reste un sport amateur. C'est du temps que nous on prend sur notre temps libre, que ça soit les joueurs, que ça soit les entraîneurs, que ça soit les membres du bureau. Donc on a aussi cet aspect-là vraiment amateur qui peut aussi coincer. Vous trouvez ça bien justement, le fait qu'aux États-Unis ils intègrent ça directement au cursus scolaire puis universitaire, ce truc qu'on n'a pas du tout en Europe, qui justement est la prise de notre temps pour faire des activités sportives sur notre temps libre en dehors. Il y a pas vraiment de lien entre les études et le sport vraiment développé, mis à part pour les sports études, mais encore c'est quelque chose de pas très développé, alors que là-bas il y a une culture, comme vous le dites, autour de ça. Ça aide vraiment? Je pense que oui. Ça aide beaucoup, et c'est ce qui manque en France pour tous les sports d'ailleurs. Nous on parle du football américain, mais je pense que pour tous les sports, ça manque de développement, et sur le temps libre, c'est vrai qu'on pourrait attirer plus de jeunes, mais c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie à pouvoir développer avec les lycées, avec les collèges, peut-être les universités, sait-on jamais. Mais comme on reste encore un sport confidentiel, à pouvoir se démarquer des autres sports, c'est encore trop compliqué. D'accord. Et moi, je me demandais aussi comment vous revenez pour vous impliquer, par exemple, pour le développement du football américain au niveau local. Déjà, comme vous l'avez dit, c'est peut-être un petit peu compliqué de s'installer dans des programmes scolaires, des cursus scolaires. Par exemple, en matière de jeunes talents, est-ce que, comment ça se passe? Est-ce que c'est eux qui viennent vers vous par passion, par envie de pratiquer ce sport, ou au contraire vous essayez par des moyens, je ne sais lesquels, dites-nous. Alors bien souvent c'est eux qui viennent vers nous. Comme vous dites, c'est vraiment par la passion. Et nous on essaye de mettre en place aussi des événements pour attirer les jeunes. Donc là cette année notre objectif c'est d'organiser la finale régionale du championnat de football américain
de la région Rhône-Alpes. Et pour objectif aussi d'attirer des jeunes, donc peut-être faire la tournée des lycées et donner des invitations à ceux qui seraient intéressés et pouvoir attirer le jeune public de Chambéry et d'Aix-les-Bains à découvrir notre sport. Est-ce que c'est développé plus au niveau professionnel, ce qu'on peut retrouver dans les autres sports, des réseaux de scouting ou ce genre de choses pour justement aller détecter les jeunes talents? Alors non, enfin en tout cas pas à notre niveau. Après du scouting, on en fait plus ou moins. On essaye tous les ans d'organiser des journées portes ouvertes pour nos joueurs et pour les joueurs d'autres clubs qui sont intéressés pour venir jouer avec nous. Et l'objectif, il est là aussi, c'est de pouvoir les attirer et trouver des moyens de les attirer sur la région et dans notre club. Ok. Bon, pour finir, pour ce qui est de l'essence même du football américain, si vous deviez dire ce qu'est le petit truc en plus que peut apporter le football américain et que non pas justement ces deux confrères européens, football et rugby, ce serait quoi? Pour moi, ça serait la fourberie. Ah ouais? Pourquoi la fourberie? Non, j'ai ma femme qui m'écoute et je sais très bien, elle sait de quoi je parle. Non, pas la fourberie, mais c'est vrai que, comme on disait, c'est un sport de passion. Je pense qu'il faut déjà aimer le contact, aimer les impacts. Après, pour pouvoir décrire, c'est compliqué. Moi, c'est vraiment devenu d'une passion. Donc, comment attirer? Il faut que ça plaise. Il faut vraiment que ça plaise. On peut pas venir comme ça, juste essayer et je verrai plus tard. Il faut tout de suite qu'on soit à l'aise avec ça et c'est vraiment une passion. Et puis, comme vous le dites, ça passera notamment par plus de diffusion sur les télés et les médias en France. Eh bien, si on parle plus précisément de la gestion de votre club, comment est-ce que vous nous décriveriez un entraînement type au sein de votre club? Alors, nous, les entraînements, c'est 2 entraînements par semaine, les mardis et les vendredis. Sur un entraînement type, c'est l'échauffement. On prépare le physique, on prépare les joueurs, surtout en ces périodes hivernales où il commence à faire froid, il fait très humide. On a besoin aussi de réveiller un peu le corps, réveiller les muscles. Et après, c'est de l'entraînement tactique, donc par poste. On a plusieurs entraîneurs par section et par poste. Et puis après, fin d'entraînement, c'est la mise en application des précédents, ce qu'on appelle des drills. Des précédents petits entraînements et on regroupe tout ça en situation de match en fin d'entraînement. D'accord. Et justement, vous nous parliez des entraîneurs. C'est compliqué de trouver des personnes capables et surtout avec l'envie d'entraîner pour cette discipline-là? On en trouve bien souvent, c'est des entraîneurs, des anciens joueurs de chez nous. Actuellement, c'est des anciens joueurs du club qui sont là depuis le début du club, donc ça fait 30 ans pour certains. Ça reste des passionnés aussi. Ils donnent du temps pour préparer les entraînements, pour venir aux entraînements, pour préparer les matchs. Donc c'est pareil, c'est des gens qui bien souvent issus du club et rarement de l'extérieur, voire même très peu. Et en termes d'investissement pour ce qui est du matériel, qu'est-ce que ça donne? J'imagine qu'avec toutes les protections et tout, tous les joueurs et tous vos joueurs ne possèdent pas leur propre équipement. Ça représente quoi justement dans un budget, dans votre budget? Alors, dans le budget d'un joueur, s'il veut s'équiper complètement, casque et polière, plus les protections, les crampons, il faut partir sur à peu près 500 €, je pense, en moyenne d'investissement personnel. Ensuite, le club peut fournir ce matériel en location. Donc, pareil, on essaye aussi, nous, de trouver des partenaires pour justement investir dans ce nouveau matériel et de pouvoir développer aussi auprès des jeunes et de pouvoir prêter et louer ce matériel aux joueurs. Et j'imagine que c'est donc un frein malgré tout. C'est pas des choses sur lesquelles on est habitué à dépenser autant pour les sports. Enfin, il n'y a pas énormément de sports dans lesquels on dépense autant d'argent pour s'équiper. Alors, je connais pas du tout les budgets dans les autres sports, mais je pense qu'on est proche du hockey aussi. Oui, pas faux. Effectivement. Voilà, mais ça reste un sport qui peut devenir cher. C'est pour ça que nous, on met tous les moyens aussi en place pour que les futurs joueurs puissent investir le moins possible. Ok.
Moi, je rebondis. Vous parliez des entraîneurs tout à l'heure. Moi, je me demande. Alors bon, chacun doit avoir ses petits tips, c'est sûr. Puis bon, ça doit pas être pareil pour tous. Mais c'est quoi pour vous, selon vous, les points forts à avoir sur le terrain? Alors sur le terrain ou ailleurs, hein, mais les points forts pour que ce soit physique ou même de la préparation mentale à avoir pour pratiquer ce sport. Pour exceller. Ce que je disais tout à l'heure, déjà, c'est la cohésion. Il faut que ça reste un esprit d'équipe. Dès qu'on joue un peu seul, ça devient très compliqué. En tout cas, toute l'équipe le ressent. Après, physiquement, il faut quand même être athlétique pour bien se développer dans ce sport. Donc, de la vitesse, de la puissance. Il faut quand même de l'entraînement régulier. Même en dehors de nos entraînements, il faut pouvoir investir un petit peu plus de temps dans la musculation. Et puis, vraiment de l'athlétisme, de la vitesse et de la puissance pour exceller. D'accord, ouais, effectivement. Est-ce que c'est réservé uniquement au profil de quarterback, les qualités de type vision de jeu, de type vista pour les passes, ou malgré tout, c'est important que toute l'équipe en ait également? Alors, le côté vista, c'est vraiment sur le quarterback. Par contre, ce qui est important, c'est que vraiment tous les joueurs connaissent les stratégies et connaissent leur place sur le terrain et surtout celle des autres. C'est-à-dire? Alors, on a des cahiers de jeu. Chaque entraîneur développe un cahier de jeu par escouade, donc par attaque ou défense. Et après, chaque joueur doit savoir ce qu'il doit avoir à faire sur le jeu et ce que les autres joueurs doivent faire. Donc, chaque zone de terrain est assimilée à un joueur, attitrée à un joueur, entre guillemets. Et voilà, c'est très important aussi de savoir ce que les autres font et où ils sont, leur place sur le terrain. Ok. Et vous en êtes où actuellement dans le championnat, les Aigles? Alors nous, le championnat commence le dimanche 14 janvier à domicile. On joue au stade Serralini à Chambéry-le-Haut. Et après, régional, donc on a 4 matchs aller, 4 matchs retour. On en a jusqu'au mois de mai à peu près. Et puis ensuite, les phases finales si tout se passe bien. Et on l'espère pouvoir accueillir la finale régionale cette année chez nous, au nouveau stadium à Chambéry. Donc l'ambition, c'est également d'y être, j'imagine? C'est surtout d'y être, ouais. Surtout d'y être. Ok. Bon, bah, ça, pour ce qui est du public, ça attire un petit peu quand même le football américain. Est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là? On a un public d'anciens joueurs, un public d'amateurs, alors c'est souvent des amis, de la famille, mais on arrive quand même à réunir suffisamment de monde pour remplir les tribunes. Alors on est sur peut-être 200-300 personnes par match à peu près. Et depuis l'année dernière, on retransmet aussi tous nos matchs en live, en vidéo. Donc on reconduit le processus cette année aussi. Et ça permet aussi aux gens qui sont pas sur place, qui ne peuvent pas se déplacer, de nous suivre et de suivre tous nos matchs. En tout cas, tous nos matchs à domicile. Vous le faites à travers quel type de choses pour diffuser vos matchs? Alors, on a un ancien joueur qui a monté sa petite société de vidéos et qui se met à notre disposition et qui nous aide dans ce développement. Donc, c'est par YouTube, par caméra, donc caméra, micro, animation. On essaye de développer ça et pouvoir aussi plus tard intégrer nos partenaires à ce moment-là. Un peu de commentaires aussi, vous trouvez des personnes pour commenter ou pas? C'est les mêmes personnes qui commentent. On a des commentateurs sur le live, on a des commentateurs en direct sur les bords du terrain. Donc, on essaye de développer et de pouvoir attirer le plus de personnes possible. Ok. Bon, bah super. Moi, j'avais juste une dernière question, parce que vous nous avez parlé là 2 fois d'accueillir la finale des régionales. Ça va dépendre de quoi, justement? Alors, on a un cahier des charges à respecter, que ce soit au niveau du terrain, au niveau de la ligue. On doit rendre des comptes, entre guillemets, à la ligue. Et puis après, ça va dépendre aussi de l'investissement que nous, on mettra dedans en termes de bénévoles. C'est là aussi où ça risque de pêcher, où on a besoin de plus de bénévoles possibles pour organiser cet événement.
pour accueillir, accueillir le public, accueillir les joueurs, pour gérer le bar, le merchandising. Voilà. C'est toute une gestion aussi qu'on a à côté qui est d'intendance, qui est une très très grosse charge aussi pour le club. Bon, je pense que le message est passé en termes de recherche de bénévoles. Et n'hésitez pas, surtout rapprochez-vous avec grand plaisir. Je pense qu'ils seront heureux de vous faire participer si c'est bien eux qui reçoivent les finales. Donc voilà, contactez les Aigles de Chambéry si jamais vous avez envie de participer à cette belle aventure. Je sais pas si vous avez des dernières questions. Ouais, juste rajouter, on parle beaucoup de football américain, mais on a aussi une section de flag actuellement, donc qui a participé à la Coupe de France récemment, qui est jusqu'en demi-finale. Alors le flag, c'est la même chose que le football américain, sans la partie contact physique. Un peu comme le touch rugby, on a des rubans sur le côté qu'il faut descratcher pour simuler le plaquage. On est à 5 contre 5 et c'est une discipline qui va devenir olympique à partir de 2028 à Los Angeles. Donc c'est pareil, c'est une mixte, c'est de 7 ans à 77 ans. Donc on espère aussi pouvoir attirer le plus de public et le plus de joueurs sur cette discipline. Donc l'ouverture aux Jeux Olympiques a été très importante pour nous et on va essayer aussi de développer dans ce sens-là. Ah oui, effectivement, ça peut donner envie un peu de façon beaucoup plus importante si on sait que la discipline deviendra bientôt olympique. Puis en plus, pour une édition aux États-Unis, j'imagine que tout cela c'est fait pour. En tout cas, moi je vous remercie. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement, d'être venu nous voir et de nous avoir présenté cette magnifique discipline qu'est le football américain, trop peu malheureusement développé en France. Mais les personnes comme vous, les clubs comme vous, font en sorte que ça change et que ça évolue. Merci beaucoup. Et puis au plaisir de vous retrouver peut-être, je sais pas, pour parler de l'accueil, si vous l'avez, de la finale régionale dans l'avenir. On se recontactera au mois de mai. Et j'espère qu'on aura des bonnes nouvelles pour vous et pour tout le public. Pas de souci. En tout cas, on fera suivre vos résultats avec grand plaisir. On va se détendre un petit peu, passer un petit peu de musique et puis on se retrouve tout de suite sur les antennes de Radio Grand Lac. À Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac, la radio de l'identité locale. Le Crédit Mutuel donne l'élan au sport sur Radio Grand Lac 92.1. 9, 2, 1, partez! L'émission 100% sport sur Radio Grand Lac. De retour sur les antennes de Radio Grand Lac, on vient de terminer une superbe page football américain. Je sais pas ce que t'en dis, Laurine, mais là, on a... Superbe page, ça. C'est tout à fait le mot, parce qu'en fait, c'est vrai que moi, d'un point de vue extérieur, je connaissais pas vraiment ce sport, en tout cas, moins que tous les plus classiques, je dirais, le football, le rugby, tout ça. Et c'est vrai que s'y intéresser comme ça, c'est franchement enrichissant, et moi, j'ai beaucoup aimé. Moi, je trouve ça toujours important, en tout cas, de se pencher sur ces disciplines. C'est important de les développer, de les partager, pour que le plus grand nombre de personnes déjà sachent que c'est possible d'en faire, en tout cas, de façon très locale. Et puis voilà, pour qu'à l'avenir, on en voie de plus en plus à très haut niveau. Et puis, on passe maintenant sur l'agenda sport, où on va écouter Justine et Driss qui vont nous parler de toute l'actu locale. Et puis, on va commencer avec toi, Justine. Donne-nous un petit peu des nouvelles de la Coupe du Monde de ski alpinisme. Alors, le week-end dernier, il y a eu la Coupe du Monde du ski alpinisme à Val Thorens, où l'équipe de France a su s'imposer, puisque les deux Savoyards, Émilie Harop et Thibaut Anselmet, sont sortis vainqueurs du relais mixte en 42 minutes 18, où ils sont arrivés juste devant les Espagnols. Et c'est pas tout, puisque Anselmet, il a brillé tout au long de la compétition. Il remporte aussi la médaille de bronze au sprint. Et je tiens aussi à saluer les deux Savoyardes et aux Savoyardes Léna Bonnel et Célia Péria-Pesset qui ont fait des très belles performances et qui finissent 5e et 4e de cette belle compétition. Super. Et bien maintenant, alerte remontada. Les éléphants de Chambéry, ils sont renversés la vapeur hier soir. Justine, raconte-nous un peu cette folle soirée. Et oui, quelle belle soirée. Après avoir éliminé Gap en 8e de finale, les Chambériens, ils ont réussi l'exploit d'éliminer Bordeaux hier soir en quart de finale de la Coupe de France. Alors qu'ils étaient menés 3-0 à la 27e minute, les éléphants de Chambéry n'ont pas abandonné et ils ont marqué 2 buts avant la fin du deuxième tiers et reviennent totalement en marquant 4 buts pendant le 3e tiers. Une victoire de 6-3 des jaunes et noirs qui les emmène en demi-finale où ils pourront rejoindre Grenoble, Amiens et Dunkerque.
Ce sera leur première demi-finale de l'histoire du club. Et elle sera jouée soit le 19, soit le 20 décembre prochain. Eh bien, un grand bravo aux éléphants de Chambéry. En tout cas, on leur souhaite bonne chance. Et pour finir, un mot du Téléthon. Justine, je crois qu'il y a une superbe initiative autour du lac pour l'édition 2023. Tout à fait, c'est un événement qui va ravir les amateurs de challenge sportif. Pour l'édition 2023 du Téléthon, le groupe sportif de la police municipale d'Aix-les-Bains, avec le soutien de la ville, organise le Tour du lac du Bourget, soit en solo, soit en relais classique, mais aussi en bike and run avec Julien, un sportif handisport. Le samedi 9 décembre, le départ il se fera à 9h de la place Carnot. C'est un parcours qui s'étend sur 60 km avec un dénivelé positif de 700 mètres. Et bien évidemment, si vous n'êtes pas prêt à enfiler vos baskets, vous pouvez toujours venir soutenir les coureurs de 11h à 20h au village sportif de la place Carnot. Il y aura des animations, des défis sportifs et de la restauration qui seront au rendez-vous. Et bien évidemment, l'intégralité des dons, elle sera redistribuée au Téléthon. Donc on compte aussi sur la générosité de nos auditeurs pour venir nombreux et aider cette magnifique cause. Oui, magnifique cause. Laurine, est-ce qu'on t'y retrouve, toi, pour courir, pour encourager? Pourquoi pas? Ah, c'est une idée, ça. Plutôt pour encourager. Hein, Non, sans déconner, moi je pense que si je me mets je pense que je peux y arriver. Donc peut-être qu'on s'y retrouve. Un bon coup de boost pour la bonne cause. Tout à fait. On y retrouve peut-être Laurine. Et alors de ton côté, Driss, tu voulais nous commencer par un gros point sur la saison du FC Annecy. Qu'est-ce qu'il en est? Alors oui, je voulais commencer par ça parce que on sait que Annecy a eu un été très difficile dû à des repêchages de la LFP. Donc je voulais leur tirer mon chapeau parce que c'est des situations vraiment dures à gérer. Le groupe s'est remobilisé du coup mi-août avec une annonce qui est arrivée 2 semaines avant le début de championnat. Donc ils ne savaient pas s'ils allaient jouer en National ou en Ligue 2. Du coup, voilà, on sait que Annecy est capable de réaliser avec l'élite. On l'a vu l'année dernière en éliminant Marseille au Vélodrome. Donc je voulais leur dire un énorme bravo et un soutien, surtout à Laurent Guyot qui est coach du FC Annecy, et Sébastien Faralia, parce qu'ils sont restés soudés tout l'été et ils ont su se remobiliser, motiver les troupes pour avoir une bonne saison. Ils se sont replacés du coup dans le ventre mou de la Ligue 2. Et du coup, voilà, on souhaite une belle année de transition au FC Annecy, de chercher de la stabilité et surtout, pourquoi pas l'année prochaine, viser plus haut. On sait que le club a des belles ambitions, donc on souhaiterait pour nous et notre région qu'il soit au plus haut de la Ligue 2. Cette année, ils sont vraiment pas mal. Après 15 journées, ils sont quand même 12e, à 5 points du premier barragiste. Donc on rappelle, maintenant, il y a des barragistes pour savoir qui descend dans la division en dessous. Et du coup, à 6 points du premier barragiste pour la montée en Ligue 1. Donc on leur souhaite le meilleur. Ouais, tout reste possible encore pour le FC Annecy. On est quasiment à la mi-saison, mais effectivement, un gros coup de chapeau à eux pour avoir su tenir bon malgré toutes les difficultés pendant cette intersaison. Tu voulais aussi nous parler d'une belle actu pour le Chambéry-Savoie Football, c'est ça? Exactement. Samedi, ils ont su s'imposer contre Volvic SC, donc qui est une R1. C'était un match très difficile. On sait que les matchs de Coupe de France sont ouverts à toutes les équipes. On a ouvert le score seulement à la 90e avec l'infatigable Jordan Scarantino. Donc c'était vraiment un match avec beaucoup de tension, Et l'équipe a pris son temps et a su s'imposer. Je voulais faire une petite mention spéciale à Théo Braillon, formé au club, qui a su calmer ses troupes et rester concentré tout le match avec une seconde période avec un niveau incroyable. Il n'a pas raté une passe de toute la deuxième période, donc c'est vraiment une belle performance à lui. Au prochain tour, en 64e de finale, ils affronteront le GF38, donc une Ligue 2, une équipe professionnelle. Donc c'est vraiment très bien pour le CSF, qui va, on l'espère, faire le même parcours que l'année dernière en Coupe de France, où ils étaient allés jusqu'au Groupama Stadium pour affronter l'Olympique Lyonnais. Et au championnat, ils sont 6e sur 14, donc c'est vraiment pas mal, à 6 points du premier. On espère qu'ils vont faire une belle saison. La deuxième partie de saison, on espère qu'ils vont pouvoir rivaliser avec le haut du tableau et pourquoi pas monter en National 2.
Effectivement, on se souvient du parcours du CSF l'année dernière qui se sont retrouvés jusqu'au Groupama Stadium. Et bien en tout cas, encore une fois, taille patron pour aller affronter le GF38 au prochain tour. On leur souhaite le meilleur. Et puis enfin, on va faire un petit tour par la team Chambé. Idriss, quelles sont les dernières nouvelles des hommes d'Éric Maté? Alors je voulais parler un peu de ce début de saison parce que malgré une saison moyenne, on peut le dire, ils sont seulement 9e sur 16. Mais on est sur une bonne période. 4 victoires sur les 5 derniers matchs. Malgré une défaite hier en Ligue des Champions, c'était en Star League, il me semble. C'est la Ligue Europa du handball. Donc on est sur une bonne optique. Je pense que Sébastien Scub, en ce début de saison, il est vraiment bon. Hier, il a encore marqué 6 buts malgré la défaite. Et voilà, on espère aussi une autre partie de saison un peu mieux et on essaierait d'avoir le maintien le plus tôt possible pour l'équipe de Chambéry. Et oui, c'est tout ce qu'on leur souhaite, de redresser un petit peu la barre et de montrer les mêmes infos que l'année dernière. Une petite dernière chose, c'est ça? On a gagné Toulouse d'1 point au phare, donc ça reste vraiment une très grosse performance d'1 point. Et je tenais à le souligner parce que c'est vraiment une belle performance et il faut retenir ce genre de performances pour les répéter à l'avenir. Effectivement, Toulouse a un cadre du championnat, donc il y a des belles promesses, il y a de l'espoir encore une fois pour la team Chambé qui n'est pas du tout larguée en championnat, donc il y a de quoi faire. Eh bien écoutez, avant notre dernier invité, on va se faire une petite pause musicale et puis on se retrouve juste après sur les antennes de Radio Grand Lac. Sur les bords du lac du Bourget, la radio autrement. Radio Grand Lac. Le Crédit Mutuel donne l'élan au sport sur Radio Grand Lac 92 points. 9, 2, 1, partez! L'émission 100% sport sur Radio Grand Lac. De retour sur les antennes de Radio Grand Lac, j'espère que tout le monde va bien et j'espère que toi Laurine, t'as apprécié cette petite page sport, en tout cas cette fois-ci bien fournie, bien détaillée. C'est ça, bien, beaucoup d'infos, mais je trouve que les deux chroniqueurs là, ils ont été plutôt bons. Effectivement, on monte en puissance tout doucement et en tout cas, voilà, ça va bien se passer. Et puis, on va passer sur cette dernière partie de l'émission où donc on va parler de boxe et plus précisément d'un championnat du monde qui sera hébergé à la Mode Cervelex 2 décembre 2023. Et pour cela, on va recevoir le président de la Team Box 73, Monsieur Baraka. Monsieur Baraka, bonsoir. Est-ce que vous nous entendez bien? Oui, je vous entends. Bonsoir. Eh bien écoutez, bonsoir. On est ravis de vous avoir dans l'émission pour parler justement de ce magnifique événement qui aura lieu ce week-end. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu de quoi il en est? Oui, écoutez, là sur cet événement-là, c'est notre 40e édition. Là. Et donc on va faire 2 compétitions dans la même soirée et on va fêter les 40 ans du club. Ah oui, donc en même temps, il y a les 40 ans du club. Qu'est-ce que ça vous fait justement, vous, d'avoir comme ça, ce week-end, un si bel anniversaire à fêter, voilà, justement, au travers d'une belle compétition avec un grand public également sur place. Qu'est-ce que ça écoutez, je suis ravi, en tout cas, de la tournure que ça prend par rapport au public venu à chaque fois de plus en plus nombreux. Et puis voilà, qui sont fidèles. Et aussi, on a beaucoup de partenaires qui sont fidèles à notre événement. Il y a une belle tête d'affiche avec 2 finales monde, une masculine, une féminine, et puis la deuxième compétition qui est cette année qui est on va dire à l'honneur aussi, c'est un tournoi de Savate Pro où là c'est aussi de très haute qualité au niveau des compétiteurs. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus précisément de la discipline, voilà, la boxe savate. Qu'est-ce que c'est pour nos auditeurs? Alors, pour les auditeurs, c'est du sport de combat pied-point. Où on travaille 50% de points, 50% de pieds, avec des règles bien strictes et codifiées. Ce qui fait la particularité un petit peu par rapport aux autres disciplines, où les règles sont beaucoup plus strictes. Et donc, voilà, en plus, il y a un volume qui est intéressant à voir puisque c'est esthétique. Il y a aussi bien des femmes qui pratiquent que des hommes. Aujourd'hui, on est 50% de femmes. Donc voilà, on est content. C'est un sport qui a été créé par les Français, qui est quand même au patrimoine culturel et qui a fait renaissance à l'après-guerre.
C'est vrai qu'on se dit souvent que la boxe, donc là en l'occurrence la boxe savate, on se dit que souvent la préparation mentale elle est cruciale en fait. Comment vous abordez cet aspect-là avec vos licenciés? Eh ben écoutez, ouais, après c'est vrai que la préparation mentale est importante, mais je crois que dans tous les sports de combat, il faut une préparation. Après la savate, effectivement, il faut beaucoup de mental pour pouvoir monter sur le ring, comme je dis, et puis affronter un adversaire qui a les mêmes armes que vous et qui a le même niveau, quoi. Bien nous, après c'est l'expérience, c'est le métier, c'est le vécu. Et puis il faut arriver à amener tout doucement. Alors naturellement, ça commence par le tout jeune âge, comme dans tous les sports, à pratiquer. Et puis tout doucement, on amène les compétiteurs, enfin on amène en tout cas ceux qui veulent faire de la compétition à travailler et avoir le mental pour aller justement au plus haut niveau. Et pour immerger justement nos auditeurs au sein d'un événement comme celui-ci, j'imagine que voilà, vous en avez pu passer un certain nombre, comme c'est la 40e édition. Qu'est-ce que ça fait justement comme type d'ambiance, voilà, avec un public aussi nombreux que ça dans la salle? Ah ben c'est plaisant, c'est chaud, il y a de l'engouement parce qu'on voit les athlètes de haut niveau déjà de très près. C'est vrai qu'on a une discipline, on n'est peut-être pas encore assez connu, mais voilà, dans notre département, on a la chance nous d'organiser ce genre d'événements et avoir à chaque fois des phases finales qui vont attirer les spectateurs, enfin en tout cas le public. Et l'ambiance, c'est l'ambiance comme dans le temps dans les arènes, et voilà quoi. Mais voilà, faut aimer la discipline parce que elle est esthétique et du coup ça diminue un petit peu les préjugés sur les sports de combat, et parce que il y a un gros travail technique à faire pour travailler en pied-point. Donc du coup, c'est plaisant pour tout le monde, quoi. D'accord. Et l'ambiance, c'est une ambiance un peu. Quand les combattants sont, on va dire, de très haut niveau, on voit tout le travail effectué pour pouvoir boxer à ce niveau-là. Et ils font 5 reprises de 2 fois 2 minutes. Donc c'est énorme, quoi. Effectivement, ça doit donner des sacrées ambiances. Vous qui êtes président maintenant depuis un petit moment, dites-nous un petit peu comment vous évaluez, comment vous jugez la dynamique et l'évolution de votre club ces dernières années. Eh bien, moi, nous, on est toujours en progression. Après, c'est vrai qu'on a un atout, c'est on s'est organisé. J'ai une équipe de bénévoles qui est toujours derrière moi sur les gros événements. Donc, du coup, ça nous donne une locomotive pour attirer les adhérents en fait à mon club. Aujourd'hui, on est 225 même. Et cette année, donc bon voilà, chaque année on progresse un petit peu en nombre d'adhérents. Et puis mais bon, notre image à nous, c'est nos événements, quoi. Et à travers l'événement, on fait connaître la discipline, ce qui est important. Et on enlève un petit peu les préjugés sur tout ce qui est sport de combat, et en pied-point en tout cas, avec la qualité justement des tireurs qui vont venir. Ok. Et donc dites-nous un petit peu quelles sont les différentes choses à préparer pour un événement de ce type-là, par quoi ça passe, et donc voilà, quels sont tous les différents aspects de la préparation pour un événement de ce type. Ouais, les préparations, oui, c'est important, ça nous. En tout cas, ce qui nous concerne, nous, moi, j'avais commencé en 92 le premier championnat d'Europe, où il m'a fallu presque un an pour le préparer, et après, avec les années, on est arrivé à trouver la bonne route pour pouvoir réduire ce temps. Malgré tout, il en faut sur toute la partie financière et la partie communication. Et bien nous on y arrive bien parce qu'on a de la pratique en fait. Le premier que j'avais organisé en 92 a marché, du coup ça nous a permis de rebondir en 95, en 2005 et ainsi de suite, quoi. On a toujours eu l'élan grâce aux événements qu'on fait, parce qu'on arrive à attirer un grand nombre de public, et ça vous permet d'avoir de la trésorerie et pouvoir redynamiser l'année d'après et recommencer l'opération. Moi, je rebondis aussi le championnat du monde, donc cette année 2023, qui aura lieu, je le rappelle, le 2 décembre. Ça arrive là, c'est ce week-end. Rappelez-nous un petit peu pour nos auditeurs, pour les informer, où ça se passe, à quelle heure. Dites-nous. Alors,
Donc ça se passe à la Mozza-Rolex, c'est la Halle Didier Parpillon. Et puis bon, il y a encore des préventes jusqu'à demain soir pour les gens qui nous écoutent. Donc voilà, il y a une prévente qui est faite, tout ce qui est tribune. Ensuite, moi j'ai travaillé sur le VIP qui est voilà, c'est où on est un petit peu plus près du ring. Et bon, les personnes qui veulent venir voir la compétition, il y aura un guichet bien sûr qui sera disponible le samedi soir. Alors ce qu'on peut dire, c'est que il faudra venir relativement au d'heure. On ouvre les portes à 18h par rapport justement à ce volume de personnes qui va venir voir la compétition. Chaque année, on arrive vraiment à remplir complètement la halle des sports. Et est-ce qu'il y a des boxeurs de votre club pendant ces finales ou ils sont extérieurs? Alors oui, on a toujours eu des boxeurs, puisque j'ai mon fils qui est international. D'accord. Et qui a été vice-champion d'Europe, donc il a toujours boxé à chaque événement, il a boxé. Bon, cette année, il s'est blessé là justement en faisant du sparring pour préparer donc l'événement. Et du coup, on a préféré ne pas le faire boxer par rapport à sa blessure. Mm-hmm. Mais oui, il y a toujours du monde qui va boxer. Là, on aura la petite Candice Mithieu qui elle va faire ses armes aussi, boxer depuis le week-end dernier. Et qui viendra nous faire une petite démonstration puisque elle est qualifiée au championnat de France le 20 janvier et donc pour l'instant on a l'obligation de ne pas prendre on va dire trop de coups avant la finale quoi. D'accord. Et comment justement vous parlez de l'une de vos pratiquantes ces dernières années, la part de femmes, donc vous me dites qu'on est maintenant à 50%, c'est un chiffre qui est en hausse ou ça a toujours été un peu dans l'ADN du club? On n'est jamais arrivé à 50%, mais là ça y est, cette année on y est. Alors est-ce que c'est un effet, je sais pas. Jusqu'à maintenant on tournait à 40 et 45%, aujourd'hui on a 50%, et nous on le voit au niveau de la salle parce que il y a des cours par exemple où j'ai que des filles. Ah, ça c'est génial. Et oui, ça fait drôle, mais bon voilà, ça fait en fait aujourd'hui les femmes auront accès à cette discipline et puis elles s'y trouvent bien parce que moi j'ai eu une championne du monde, une championne de France, et voilà en féminine on arrive à faire des performances autant qu'avec les garçons quoi. D'accord, génial. Et en termes d'évolution pour votre club, qu'est-ce qui est prévu dans les années à venir? Vous avez un peu des idées, des projets qui sont sur le point de voir le jour? Alors au niveau du club, oui, moi c'est-à-dire que là je suis à la retraite depuis très peu et nous au niveau du club j'aimerais bien trouver des gens derrière moi qui reprennent la relève. Mm-hmm. Et moi je regarderais d'un œil voilà un peu plus en retrait on va dire, mais les projets bon alors on continuera je pense ce genre d'événement, on va le faire une fois dans l'année, c'est notre comment on pourrait dire, c'est notre image en fait. Et après le nombre d'adhérents, les compétiteurs. Nous là on a une école de boxe qui tourne très bien. On sort des champions chaque année. Donc là encore cette année on en a une qui est déjà qualifiée, on a une cadette qui est qualifiée aussi. Et voilà. On n'a pas, il y a pas forcément un projet particulier. On est dans la continuité on va dire. Et parallèlement à ça, quelles sont, je dirais, vos attentes vis-à-vis du championnat cette année? Les attentes, c'est que tous mes partenaires et tout le public soient contents et qu'ils repartent avec des bons souvenirs de cet événement. Parce que hormis la partie compétition, on a créé un côté festif énorme. Puisque là, ça fait déjà 2 jours qu'on bosse sur tout ce qui est décoration, préparation. Donc on fait on fait 2 spectacles en un. C'est-à-dire que il y aura sur les 40 minutes d'entracte, il y aura d'autres diversités pour animer justement, mettre de l'ambiance dans le public. Et donc on a des intervenants extérieurs, démonstrations de rock, des magiciens. Voilà, il y aura plein de petites choses autour de l'événement. Et puis on transforme la halle des sports en mini Las Vegas. Et si vous avez jamais vu, je vous invite à venir voir un petit peu tout au moins la décoration et comment on a transformé le gymnase. Effectivement, j'invite les auditeurs à aller voir sur le site internet. Je suis actuellement dessus de la Teambox 73 avec les images des précédentes éditions. C'est impressionnant en tout cas le travail que vous faites pour aménager la salle. J'imagine que ça se prépare longtemps à l'avance ce genre d'événement.
Ah oui, je vous dis, plus ça va, plus on est perfectionniste dans l'événement, et beaucoup de gens nous envient parce qu'on met vraiment tout en œuvre. C'est vrai qu'on a des partenaires qui nous suivent heureusement, mais on a une centaine de bénévoles qui eux font toute la décoration. On monte l'intérieur. On le reconnaît pas en fait. Alors je sais pas si vous êtes sur mon site, mais vous pouvez voir les photos. Beaucoup de personnes se trompent en disant mais c'est pas la motte. Si, pourtant c'est la motte. Ouais, effectivement, c'est incroyable le travail qui est fait pour cet événement. Si on se penche un petit peu plus sur le quotidien de votre club, comment ça se déroule en termes de la gestion de tous les entraînements de vos groupes, surtout en termes de nombre? Vous êtes combien de licenciés? Il y a combien de groupes d'entraînement? Et puis c'est pour quel type de niveau justement? Alors nous, en fait, on est ouvert pratiquement tous les soirs, 19h, 21h. On a à peu près 8 moniteurs et moi, je supervise l'ensemble. Et ensuite, ça a coupé. Du gymnase Coubertin. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez reprendre 2 petites secondes avant? Pardon? Ouais, ça a juste coupé 2 secondes, donc je veux bien que vous repreniez juste un petit peu avant. Oui, je disais que nous, on est ouvert tous les soirs de 19h à 21h et on a pratiquement des groupes débutants confirmés. On a 2 salles et on gère donc des compétiteurs d'un côté et des débutants de l'autre. Et en tout, on a 8 moniteurs qui s'occupent toute l'année de la préparation et de la formation. On a une école de boxe aussi qui elle fonctionne le mercredi après-midi où on a des jeunes de 8-13 ans qui viennent s'initier, à laquelle on sort des champions. On a eu des champions du monde, championnes de France et ainsi de suite. Ouais, donc du coup, ça nous permet nous d'être bien, en tout cas au niveau de la motte Rolex. Et puis on a une infrastructure qui nous permet de faire des gros événements et qui nous permet aussi de nous entraîner et former des champions. On a aussi une section juge arbitre parce que on a des juges arbitres nationaux et régionaux, et ça fait partie aussi du fonctionnement du club. C'est-à-dire que quand le boxeur il a acquis un niveau, on va dire, et des compétences techniques, après il vient dans la partie juge arbitre, et donc c'est important pour le club d'avoir des juges arbitres dans son club. D'accord. Vous avez aussi un petit peu un côté santé qui est développé dans votre club, que ce soit, je sais pas, pour la préparation mentale ou après pour au niveau des médecins. Ouais, en fait, tout est fractionné. Il y a ceux qui viennent pour la préparation mentale, il y a ceux qui viennent pour le loisir, le bien-être, il y a ceux qui viennent un petit peu pour déstresser, parce que c'est vrai que aujourd'hui une société qui est un petit peu stressante. Donc il y a diverses cours de manière à ce que tout le monde s'y retrouve et tout le monde va trouver en tout cas ce qu'il recherche. Chez les compétiteurs, c'est aller au championnat. Et puis pour d'autres, c'est plus pour acquérir un niveau, du bien-être. D'accord. Et vous nous parliez justement de cette jeunesse, de l'importance qu'elle a et de la place que vous lui donnez, notamment avec vos cours du mercredi après-midi. Vous avez plutôt une facilité à renouveler vos effectifs et les jeunes qui viennent s'inscrire chaque année, ou vous avez vous effectuez aussi un travail là-dessus? Je crois que ce qui est le plus dur pour un club, c'est justement de fidéliser, d'essayer de garder ces jeunes quand ils arrivent la première année. Et naturellement, on a toujours un petit peu un pourcentage de jeunes qui reviennent pas parce que ils essayent d'autres disciplines. Le sport de combat, en plus, même si c'est chez les jeunes, il y a de la technique. Les jeunes, si on arrive à les accrocher, c'est soit sur des interclubs, soit sur quelque chose qui leur donne une reconnaissance, comme les passages de grade, les mini-compétitions qu'on fait nous en interclub. Et après, on essaye justement de les garder le plus longtemps possible, de manière à ce que ça devienne des futurs champions. Du reste, on est toujours arrivé à avoir un noyau de jeunes qui portent des couleurs très hautes. D'accord. Eh bien, écoutez, j'avais une dernière question pour ma part. On sait que le Covid, maintenant, ça commence à faire un petit peu loin, mais j'imagine que ça a été quand même malgré tout compliqué pour vous pendant cette période-là. Est-ce que vous pouvez nous raconter rapidement l'impact que ça a eu sur votre club, notamment? L'impact, il a été important parce que et financier et moral, parce que on a été décalé au niveau de la date. On avait programmé un gala au mois de décembre, on a dû le faire au mois de février.
à cause du Covid. Et en fait, après, j'ai perdu des partenaires. Enfin, voilà. Ça a pas été la même connotation. Et du coup, voilà, nous, le Covid, ça n'a pas été quelque chose de très, très sympa pour nous, en tout cas. Et ça nous a diminué aussi nos adhérents dans cette période-là. Là. Donc, ça nous a fait baisser le chiffre de fonctionnement. En même temps, bon, on n'a pas trop bougé parce que c'était le Covid. Mais c'est pas une bonne année pour nous. C'est vrai que de toute façon, le Covid, ça n'a jamais été un point positif pour qui que ce soit, je pense, ou alors dans de rares cas. Mais moi, je dirais pour conclure sur du positif, quel message vous aimeriez transmettre aux amateurs de boxe qui seront peut-être présents ce week-end ou pas? Quel message vous devriez leur transmettre? Le message, c'est de venir voir un petit peu le haut niveau. Alors, c'est vrai que il y a un truc où j'ai pas parlé, c'est qu'on a toujours dit la savate. Bon, c'est vrai qu'on est par rapport aux autres disciplines, et on est pas catalogué, mais enfin on est vu différemment parce qu'on a des chaussures, enfin on a un mode de compétition qui est quand même bien particulier, bien strict. Et bien souvent, quand les personnes viennent voir nos disciplines, ils se rendent compte un petit peu de la qualité technique et de la qualité physique qu'il faut avoir pour pratiquer ce type de sport. Notamment le mental, mais beaucoup la technique parce que il y a des règles très strictes. Et donc voilà, moi ce que je pourrais leur dire, c'est de venir voir le haut niveau, parce que là il y aura un plateau vraiment des athlètes de haut niveau, à part peut-être un assaut qu'on va faire en début d'ouverture, mais tout le reste c'est tous des combattants pros pratiquement, et qui vont disputer pour certains, et que les deux qui vont disputer le championnat du monde, bon c'est du fédéral. Mais voilà, c'est un titre mondial et après ça va leur ouvrir les portes pour aller faire du combat pro. Eh bien écoutez, merci beaucoup Monsieur Barika pour le temps que vous nous avez accordé, et c'était super sympa en tout cas de pouvoir découvrir votre discipline et puis de partager voilà ce bel événement que vous nous prévoyez pour samedi soir. Et je vous remercie à vous de m'avoir contacté, et puis peut-être à l'événement, si vous voulez venir voir, il n'y a pas de souci. Effectivement, bon bah on se recontactera en tout cas peut-être pour d'autres sujets, vous avoir potentiellement des sportifs à vous dans l'émission. En tout cas, c'était un plaisir, et puis on vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci, mais de même. Merci, au plaisir. Au revoir. Eh bien Justine, sacré événement, hein. Là tu vois, on était tous les deux en train de regarder sur le pardon Laurine, pardon. C'est pas grave, l'une ou l'autre, on est là, on répond. Pas de souci. je regarde Laurine et je dis Justine, ça va aller, c'est la fin de l'émission. Peut-être qu'on se ressemble, non? Qu'est-ce que t'en penses? J'ai deux blondes, on va dire. Ouais. Bon. Donc voilà, c'est navré pour la petite mésentente, mais en tout cas voilà, Laurine, je voulais ton petit ressenti par rapport à cette page box. Pour le coup, tu vois, comme le premier sujet de cette émission, c'est vrai que moi, je m'y connais pas vraiment non plus en boxe, mais c'est vrai que je suis toujours, c'est toujours un plaisir de découvrir de nouvelles disciplines, se rendre compte un petit peu des sports qui existent qu'on soupçonnerait pas, parce qu'en fait, c'est pas des sports médiatisés spécialement, ou alors beaucoup moins que le foot, le rugby et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est vrai que moi j'ai beaucoup aimé en tout cas cet entretien, d'en apprendre plus sur la discipline et sur l'événement qui se profile samedi là. Effectivement, on peut dire qu'ils ont une forme de grosse notoriété, mais à un autre niveau. Et puis ça fait partie, comme il l'a dit, du patrimoine de la France. Hein, c'est un sport typiquement français. Donc tout ce qu'on peut vous souhaiter en tout cas, c'est d'aller voir, comme il vous a dit, d'essayer et puis de prendre rendez-vous voilà sur cette magnifique soirée de samedi. En tout cas, moi je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis pour cette nouvelle édition de 9 de Aparté. Merci Driss pour ta première. Merci. J'espère que ça t'a plu. C'était vraiment une belle expérience, donc j'espère que ça continuera comme ça. Génial, nous on est ravis de t'avoir en tout cas parmi nous, parmi l'équipe. Merci Justine. Désolé pour la petite confusion. Merci d'avoir été là, merci pour cette très belle page sport. Avec plaisir, et puis hâte de vous retrouver dans 2 semaines. Exactement, merci Laurine, merci à toi. On se retrouve dans 15 jours, même heure, même endroit. Bonne soirée à tous et à très vite sur les antennes de Radio Grand Lac. Radio Grand Lac.